Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Podcast, le podcast de la WebD. Et bonjour Jackpot. Et bonjour Yéa. Ça biche? Écoute, ça va bien. Là, je sors d'une période de travail un peu compliquée. Du coup, on a dû mettre Joe en pause, malgré notre volonté avec Soyuz. Mais là, ça va reprendre. On est sur le strip 76. Ah bah tu m'envoies ravi. Et toi, Frankenfright? Ouf, alors moi ça fait un bon bout de temps que je suis en hiatus et c'est aussi pour raison que j'arrivais plus à concilier le boulot avec le fait d'avoir un webcomic à gérer toute seule. Ah, le nerf de la guerre. Ouais, et d'autant plus que l'étape dont on va parler aujourd'hui, c'est l'étape à laquelle j'étais bloquée en quelque sorte, parce que c'est une étape qui demande énormément de concentration, et c'est une denrée rare en ce qui me concerne, et je n'en avais plus à donner après le boulot ou pendant les week-ends. Ce qui se comprend. Voilà, donc, justement, de quoi va-t-on parler dans cet épisode? Oui, dis-nous tout. Eh bien, on va parler de découpage. Qu'est-ce que le découpage, me direz-vous? Le découpage, c'est l'étape qui est juste après le script, plus ou moins. Après, ça dépend de vos méthodes de travail, mais en gros vous avez votre script avec tout qui est écrit avec de jolis mots, et vous voulez commencer à mettre des dessins dessus. Donc vous allez faire... un brouillon, en fait. Voilà, un brouillon, un squelette de votre BD, donc ce qu'on va aussi pouvoir appeler thumbnails avec des dessins tout petits, ou storyboard, parce que ça s'en rapproche pas mal. Voilà. Et donc c'est la mise en place vraiment de la narration, et il va sans dire que c'est très très important pour un média narratif. La position de podcast est sans équivoque, c'est très important. Oui, c'est très important d'avoir une bonne narration dans un média narratif. Un mauvais découpage peut vraiment gâcher un bon scénario. Enfin, moi j'en ai des exemples de BD que j'ai commencé à lire en me disant l'intrigue a l'air sympa, ou les dessins sont super jolis, et au bout de quelques pages j'abandonnais parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en fait. Voilà. J'arrivais pas à suivre les déplacements des personnages, j'arrivais pas à suivre qui était qui. Il y avait un personnage qui apparaissait là au beau milieu de nulle part, je ne savais pas qui il était. Enfin, c'est... Quand tu situes pas les personnages dans le décor, tu comprends pas les actions, vraiment. Ou que t'arrives pas à savoir qui dit quoi voilà, aussi. Le diagnostic est sans appel, c'est un mauvais découpage. Oui. Et donc donc la conclusion c'est, si on comprend pas ce qui se passe, et on lira pas votre BD, même si vous avez de super talents de scénariste ou de dessinateur. Voilà. Mais podcast est là pour vous aider. Enfin, on va essayer. Voilà. Donc on va commencer comme d'habitude par vous raconter un peu comment nous on procède, et ensuite on fera un petit débrief général. On commence, donc vas-y, toi Yia, comment est le script, quand tu commences ton découpage, c'est à quel stade de ton script en fait? Ouais, alors moi du coup, comme je bosse toute seule, j'essaye de me donner le plus d'indications dans le script, c'est-à-dire je veux savoir exactement ce qui se passe dans mon chapitre. Je procède chapitre par chapitre, je crois que je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents. Mais faut le rappeler pour ceux qui n'ont pas encore écouté tous les épisodes. Voilà, donc j'ai tout mon chapitre d'écrit en quelque sorte, parce que les dialogues c'est important que je les ai écrits par exemple, et au stade auquel j'en suis, je suis pas encore très très capable d'estimer si je fais trop ou pas assez de dialogue, donc je suis encore un peu dans le jeu test, et je vois si ça marche et je réajuste au fur et à mesure, donc c'est pas définitif en fait, c'est pas figé, c'est pas écrit dans le marbre quoi. C'est ça. Moi mon but c'est de faire 30 pages. D'accord, 30 pages par chapitre. Donc voilà, à partir du script que j'ai, je veux que ça fasse 30 pages maximum. T'as décidé ça arbitrairement, de 30 pages ou... Je trouvais que c'était bien. D'accord. J'ai pas d'autres raisons, vraiment, c'est juste 30 pages pour un chapitre, je trouvais que c'était bien. Ok. Et puis après aussi, ça dépend aussi de quelle quantité on met par page dans son chapitre. Oui, bien sûr, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut pour que ça respire, mais qu'il se passe suffisamment de trucs dans chaque page. Bon, enfin bref, j'en discuterai peut-être un peu plus, parce que là je vais revenir sur le script. Donc mes dialogues, c'est ce que je détaille le plus. Je me donne des indications d'action, mais je me donne pas beaucoup d'indications visuelles, à part si j'ai des idées très précises et que j'ai peur d'oublier, parce que comme je bosse seule, et que je compte un peu sur mes propres capacités à visualiser des choses au moment où je les dessine, c'est l'un des trucs où je me laisse de la marge de manœuvre, de la possibilité d'improviser un petit peu en fait. D'accord. Voilà. Et toi du coup, comment tu procèdes, puisque toi tu reçois les scripts de Soyuz? Donc Soyuz, en fait, elle m'envoie le strip entier, mais c'est pas, elle me fait pas je sais qu'il y a certains scénaristes qui procèdent comme ça en bande dessinée, ils envoient un tableau à leur dessinateur ou leur dessinatrice avec case 1, il se passe ci, tel dialogue. Case 2, il se passe ci, tel dialogue, et comme ça c'est séquencé en fait. Elle, c'est pas ça, elle m'envoie le strip en entier, du début à la fin c'est écrit en prose, avec les dialogues.
Donc la première chose que je fais, c'est je surligne en fait, le texte, je le change de couleur en fonction, je découpe en cases en fait. C'est-à-dire je me dis ça va être une case. Donc je le mets en noir, la phrase suivante que je vais mettre dans une seule case, je la mets en bleu par exemple. Et comme ça je me fais une alternance et déjà je découpe vraiment mon script en cases. D'accord. Je le répartis dans les cases. Comme j'ai pas la question du nombre de pages, puisque je suis en strip et justement on a choisi ce format pour s'affranchir de cette contrainte, je me pose juste la question de répartir dans des cases. D'accord. Et du coup alors, comment tu fais pour choisir quelle quantité du script va faire une case? Et aussi, il y a un truc qui est un peu spécial avec les strips que vous faites avec Soyuz, c'est que moi, par exemple, je sais un chapitre, c'est 30 pages maximum, mais vous, vos strips, ils peuvent être très longs, très courts. Sky is the limit, no limit. Voilà, justement, c'est l'avantage d'avoir voulu faire un webcomic, c'est justement pour pas avoir cette contrainte-là. Donc, ça peut être très bien... le strip le plus court qu'on ait fait, il fait 6 cases, je crois. Et le plus long, il en fait 36, il me semble. D'accord. Si je me souviens bien. Donc c'est vraiment à l'envie. On n'a pas du tout envie de se casser la tête avec ça. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de... Après, globalement, la moyenne, elle tourne à 20 cases. En fait, parce que on avait quand même des contraintes de temps. Donc moi, faire 6 cases en 2 semaines, c'était pas la même chose qu'en faire 36. Donc, clairement. C'est un peu de manger comme dit à Soyuz, bon, il faudrait quand même faire... Donc des fois, ça arrive qu'on coupe un peu. Ça arrive qu'on négocie un peu le script, que moi je réarrange un petit peu pour enlever certains trucs. Bon. Ok. Mais globalement, Soyuz, en fait, elle prépare juste... narrativement quel bloc on a besoin d'avoir pour... c'est ça, par le bloc général, ça fait en gros une page, une demi-page de script, quoi, c'est pas très long. Du coup, je reviens sur ma question précédente, ma seconde question, c'est comment toi tu choisis pour dire telle partie du script, ça fait une seule case? Alors moi j'ai une règle très simple, c'est une action, une case. Je considère que pour que ce soit lisible, pour qu'on comprenne bien et que je me casse pas la tête, s'il y a une action importante, ça va être une case, de toute façon. Et voir, ça peut être plusieurs cases, parce que moi j'ai tendance parfois à surdécouper les actions, c'est-à-dire que ce que t'écris en une phrase, si tu veux vraiment le faire comprendre, en fait t'auras besoin de plusieurs dessins, donc plusieurs cases. En fait, le strip de 36 cases, c'était juste... il se passait deux choses, il y avait deux lignes. Tu l'as surdécoupé. Alors là, pour le coup, en fait, il y a aussi l'inverse des fois qui se passe, c'est que je me dis, ça va être compliqué, ça, je vais le synthétiser, et finalement je fais peu de cases pour un truc que j'aurais pu faire en plus. Enfin voilà, il y a un curseur, je peux adapter, quoi. Oui, c'est vrai qu'on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer. Tout à fait. Parce que des fois, je me pose aussi la question, comment je vais faire pour montrer ça, pour faire comprendre qu'il se passe ça sans le montrer, justement. Parce que je suis un peu feignasse aussi, et voilà. D'accord. Donc toi, ce découpage du script, c'est la première chose que tu fais quand tu l'as lu. Et les premières choses que tu dessines, du coup, alors du coup, en fait, c'est très instinctif. C'est à la lecture, vraiment la première lecture, je vais avoir des images. Et c'est ces images-là que je vais dessiner d'abord. C'est pas forcément dans l'ordre, ça va être vraiment des points précis de ce que je lis, où tout de suite j'ai visualisé quelque chose. Donc ça, c'est mes points de départ, vraiment, c'est les pierres angulaires, quoi. C'est les trucs... T'as les moments clés qui arrivent et que tu... C'est pas... Enfin oui, ce sont ces moments clés, mais du coup je les pose tout de suite et je me dis, ça je veux que ce soit comme ça, c'est la première chose qui m'est venue, ça me plaît, c'est comme ça que je le veux, et c'est à partir de là que je vais construire le reste, en fait. Je réduis les variables, en fait, au fur et à mesure. D'accord. Parce que, en soi, ces images-là que j'ai, ça pourrait totalement être fait autrement, en fait. Je peux aussi le remettre en question, ça peut arriver, mais en général, je me dis, bon, je réduis, je mets un entonnoir de questions, et voilà, je réduis tout de suite, j'enlève tout de suite ces questions-là. Cette case-là, je le veux comme ça. Oui, donc tu fonctionnes... en grande partie à l'instinct pour ce qui est de début, démarrer, quoi. Ouais, le démarrage c'est l'instinct. D'accord. Ouais. C'est vachement intéressant que toi tu aies des images qui viennent éparses, on va dire, sur ton script, parce que moi c'est vraiment chronologique, la façon dont je fais. Donc moi je fais ce que je disais tout à l'heure en intro, je fais des thumbnails où en fait j'ai mon petit cahier où je dessine mes petites pages. Qu'elle a apporté avec elle aujourd'hui, vous ne pouvez pas le voir évidemment, il est juste devant toi. Elle a un magnifique petit cahier, effectivement on a chaque page est divisée en 2 colonnes, donc sur la colonne de gauche il y a ces pages en fait, il y a 3 pages donc dessinées en petit mais juste suffisamment grand pour qu'on puisse voir le découpage des cases à l'intérieur de la page et le positionnement des personnages. Je m'attendais à un truc encore plus petit, hein. Là c'est quand même, elle fait quoi, 5 cm, 5-6 cm. Oui, ça peut être encore plus petit que ça, un thumbnail. Et sur la colonne de droite, t'as écrit tes dialogues, avec des numéros. Pour qu'ils correspondent aux bubules à l'intérieur des pages. Et ouais, du coup, en fait, de fonctionner comme ça me permet d'avoir en vis-à-vis toutes les pages qui se suivent et qui sont côte à côte, etc. Pour voir un peu que ce soit pas trop monotone, que je répète pas trop les mêmes compositions de pages, et aussi pour voir si ça se suit bien d'une page à l'autre, et pour
aussi d'avoir un cahier comme ça et de dessiner. Moi, je trouve que je vais plus vite quand je fais des petits croquis sur du papier que sur l'ordinateur, donc c'est aussi une question de... Ça, tu le fais toujours sur papier, ouais. Cette étape-là, oui. C'est quand il s'agit de faire des tests et des bidouilles, parce que je fais aussi beaucoup de dessins dans les marges quand je suis pas sûre d'une chose que j'ai faite, et puis je rature, voilà, et je refais des trucs sur le côté. Il y a certaines planches que t'as barrées, t'en as fait une autre en dessous. Ouais. Il y a des fois, effectivement, sur la marge, sur la colonne de droite, il y a d'autres croquis, d'autres propositions. C'est ça. Aussi, il y a des pages où des fois, je vais noter plus d'indications sur... comment dire je vais pas forcément faire le dessin, mais je vais noter le fond étant fondu, enfin des trucs comme ça, des trucs qui sont pas forcément simples à représenter quand on est sur un tout petit espace avec un crayon à papier. Parce que du coup je mets pas de couleur non plus. Oui, non, bah oui, il faut que ça aille vite en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas des dessins, c'est pas des beaux dessins, mais c'est vraiment des bonhommes patates quoi. Le bonhomme il a juste un rond pour la tête, 2 points, et puis voilà quoi. Mais on comprend en fait. Le principe c'est que moi, comme je travaille seule, je puisse regarder mes petits croquis et comprendre ce que je voulais dire, et toi du coup que tu puisses les envoyer à Soyouz et qu'elle comprenne aussi. Ouais, moi du coup en fait, donc ce que je fais un peu comme toi, je travaille d'abord sur papier, donc je jette mes premiers croquis. Donc du coup moi je me pose pas la question des cases puisque mon format il est déjà défini, j'ai pas la question du gaufrier ni du découpage en page, du séquençage plutôt, donc je fais mes petits croquis comme ça sur une feuille volante, et quand c'est à peu près clair dans ma tête, je les scanne ou je les photographie, et là je passe à l'ordi et je mets tout dans mes cases, puisque j'ai mon gabarit de cases qui est prêt, donc je prends, il faut 20 cases pour celui-là, donc je prends 20 cases et je mets mes croquis dedans. Et je vais tout de suite passer les textes aussi. Et du coup, moi, je les réécris pas, je les tape directement en fait. Je vais directement dans Photoshop et je mets les textes. Moi, j'ai pas réécrit l'intégralité de mes textes. Hein. Souvent, j'ai mis entre crochets. Parce que mon script, il est écrit sur un fichier sur mon ordinateur, donc c'est plus pour que je puisse travailler sur mon carnet de croquis sans avoir à trop me référer à mon ordinateur tout le temps que je renote mes dialogues, mais je sais pas, pour me rajouter du travail en plus. Après, tu les modifies des fois. Oui, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Ceci étant dit, comme encore une fois, comme je travaille toute seule, je peux me rendre compte que parce que j'ai choisi cette disposition de cases, ou parce que finalement en fait mon dialogue il était pas terrible, je vais les changer à cette étape-là. Ouais, t'as quand même une marge de modification sur ton script à ce stade quoi. Toi, je suppose que ça t'arrive pas de proposer des modifications si quand même. Si. Des fois on négocie certains points, des fois je vais reformuler quelques phrases. Ça arrive. Tu utilises beaucoup le terme négocier, on dirait que vous êtes dans un bras de fer permanent. Non, c'est pas du tout. Alors vraiment pas. C'est absolument pas bras de fer. C'est plus collaboration. C'est on négocie parce qu'on s'échange nos arguments et voilà quoi. C'est pas. Non mais oui, c'est très bien. Y a pas du tout de. non, je suis pas une dessinatrice martyrisée par Soyouz. Non, tout va très bien. Soyouz, si tu nous entends. Tout va bien. Et donc à ce moment-là, toi, tu vas aussi élaguer ton script en fait. Ouais, carrément. Surtout quand je me rends compte que j'ai plus que ça déborde des 30 pages, c'est la terrible question sempiternelle, qu'est-ce qu'il va falloir couper Du coup, c'est dur, mais encore une fois, faut pas trop avoir d'état d'âme. Et là, par exemple, pour le dernier chapitre sur lequel j'ai bossé, j'ai retiré un gag. RIP, petit gag parti trop tôt. Mais je vais voir au moment où je le mets sur l'ordi, j'ai un peu d'espoir de pouvoir peut-être le caser d'une autre façon, mais pour l'instant je suis pas sûre. C'est un gag de Schrödinger pour l'instant, il existe pas, on sait pas trop. Mais oui, enfin c'est la question de quelles sont les actions qu'on peut évincer parce que en fait elles servent pas trop narrativement, voire elles alourdissent. Quelles sont les choses qui sont vraiment indispensables et du coup il faut absolument les garder. C'est le moment où tu tamises vraiment, tu hiérarchises au maximum les éléments de ton script quoi. Est-ce que pour tel dialogue il faut faire un découpage en plusieurs cases ou en une seule? Oui, ça aussi je me posais la question. Ouais, sur les dialogues, moi je me demande souvent en fait comme j'ai ma base une action une case, je me dis par exemple quand j'ai une ligne de dialogue, je sais basiquement par défaut je me dis il me faut une case avec le personnage et la bulle de ce qu'il dit. Mais du coup quand c'est des dialogues, des fois est-ce que je vais faire une case où on voit les deux personnages qui se parlent, est-ce que je vais faire une case où on voit qu'un seul personnage mais avec 2 bulles dans le personnage qui lui répond, ou est-ce que je vais montrer autre chose même, enfin voilà, je vais les dialogues je vais essayer de les répartir en cases en fonction de la rythmique en fait de l'échange plutôt. En fait, ça va dépendre, surtout si un personnage parle longtemps, ça va dépendre de... Clifford Ça va dépendre de... Est-ce qu'on veut montrer la réaction des personnages parce que ça peut être intéressant émotionnellement? Est-ce qu'on veut montrer
un décor ou un insert sur un objet, parce que ça peut avoir soit une utilité atmosphérique, soit une utilité narrative, parce que l'objet il est important, il est lié au dialogue, ou est-ce qu'on reste bien sur le visage de la personne qui parle pour que ça ait un certain impact sur... voilà. Donc il y a toujours des possibilités comme ça, mais c'est... faut faire le tri en fait. C'est ça. Faut savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à chaque situation. Il faut tester au fait. Comme l'intérêt de notre process, comme on fait des thumbnails, ce qu'on appelle thumbnail, c'est le mot anglais qui veut dire ongle du pouce, donc littéralement pour tout dire la taille du croquis, c'est vraiment des croquis minuscules. C'est pour qu'on puisse en faire beaucoup en fait et pas avoir de scrupules à jeter si ça nous plaît pas et à tester d'autres choses. C'est une question de quantité en fait. Voilà. Donc ça arrive qu'il y a des cases, elles vont venir du premier coup, comme je vous dis, c'est le flash que j'ai eu à la lecture, et il y en a d'autres où je vais faire 4-5 essais jusqu'à trouver l'agencement qui me convient quoi. Et qui va avec le reste aussi. Ouais. Après, c'est le moment où je décide le plus à quoi va ressembler mon chapitre. Mais malgré ça, comme j'ai mon étape où je pose sur ordinateur ensuite, il y a des endroits où je me dis, ok, ce truc-là, je sais ce qui doit se passer, mais j'ai pas une idée visuelle précise trop tout de suite, et c'est pas très très important, donc je vais laisser un blanc. Et j'aviserai, ou alors là par exemple à la fin du chapitre que j'ai sous les yeux, j'ai un moment où je sais que je vais avoir une succession de certaines images et je sais ce qui est censé se passer, mais je sais pas exactement précisément quelles images mettre et quel découpage faire pour ces images, donc je me suis dit que ça aussi je le verrai plus tard, mais c'est pas des choses que je me serais permise si j'avais donc une personne avec qui je travaillais, parce que là j'aurais besoin de vraiment être beaucoup plus précise que ça, ou si j'avais moins confiance en mes capacités d'improvisation à ce niveau-là. Parce que je sais que j'ai suffisamment de bouteilles dans le dessin quand même pour pouvoir me permettre ça. Et puis t'as besoin de liberté aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop... Nous on a une méthode très empirique, on est très étape classique, par étape, rationnelle, etc. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être plus spontanés quand ils créent. Et donc peut-être cette méthode-là va pas leur convenir, ils ont besoin d'aller plus... c'est ça, si vous savez que vous avez besoin d'être spontané, se donner autant de règles, c'est peut-être pas... Et puis aussi, du coup, aussi à un moment, je passe beaucoup de temps sur mes thumbnails, et comme je disais, c'est une étape qui demande énormément de concentration, parce qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir en fait. C'est vraiment de la réflexion pure, c'est pas du dessin. Moi je trouve ça épuisant, vraiment. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis, ok, je sais que je peux improviser là-dessus, j'en ai vraiment marre. Je m'arrête, je considère que c'est bon, quoi. et je... Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que moi, comme j'ai Soyuz, il faut quand même que mon découpage il soit net, qu'on comprenne tout ce qui se passe dedans. Donc c'est vrai que je vais retravailler quand même un peu à l'ordi mes tout petits croquis, mes premiers croquis, c'est pas ceux-là que je vais lui montrer, je vais quand même le redessiner un tout petit peu, mais vraiment c'est hyper succinct, j'essaye d'être efficace en fait. Faut que ça me prenne pas plus de 3 heures de faire un pré-découpage de un strip. Puis Soyuz aussi, elle s'y connaît également en dessin, donc elle est capable d'interpréter certains trucs. Donc moi je finalise quand même un tout petit peu, je revois un tout petit peu les dessins pour qu'ils soient bien lisibles pour elle. En général je rajoute une valeur de gris en fait pour détacher mes arrière-plans. Dès cette étape-là. En fait je me suis rendu compte que c'était pas mal en fait pour justement derrière que je sache ce que j'ai pas besoin de faire en fait. Des fois je vois des cases au découpage juste avec une valeur de gris fonctionne hyper bien, du coup je me dis je vais pas m'enquiquiner à faire un décor par exemple, tu vois. D'accord. Et puis ça les hiérarchise mieux, enfin c'est plus lisible en fait. Ok. Et du coup après je lui envoie. Et à ce moment-là, elle me fait des retours, donc effectivement, là encore, il y a une phase de négociation. Mais en fait, c'est toujours très constructif, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand elle me propose des modifs, je dis mais oui, c'est vachement mieux. Enfin, il y a vraiment pas de... Il y a assez rarement des cas où on est en conflit. Enfin, vraiment, conflit, c'est vraiment un bien grand mot, quoi. Et, de toute façon, ça demande trop d'énergie d'être en conflit. Non, franchement. Et donc après, en général, elle me fait des retours, je fais une deuxième version, et généralement, c'est validé à ce niveau-là. D'accord. Et je passe à la suite. C'est cool, ça marche bien. En tout cas, le résultat, il est là, clairement. Merci. Oui, ça fonctionne bien depuis 6 ans qu'on travaille ensemble, plus, non, je sais plus. J'ai déjà perdu le compte, mais ça fonctionne. Ça, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton process ou... Non, écoute, je crois que c'est à peu près... C'est à peu près tout ce qu'il y avait d'important à te dire. Peut-être que j'ai des trucs qui vont me revenir après, mais là, je crois qu'on a fait le tour le concernant. La messe est dite, moi ça va. Bon, si la messe est dite. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Donc, on va faire comme d'habitude, un petit débrief général. Donc, en fait, ce qui se dégage un peu de notre process, c'est que globalement, quand vous réfléchissez au découpage de votre BD, de votre comic, vous allez réfléchir à 4 choses distinctes en même temps, en fait. Ça va être simultané, mais donc, en gros, on va parler de ces 4 choses-là. Donc, la première... c'est pas forcément la première dans l'ordre où vous l'abordez, mais un de ces facteurs. Une des plus capitales. Voilà, c'est le placement des bulles et des textes. Vraiment.
On vous l'a peut-être déjà dit et vous vous êtes dit ouais bon bof, mais non c'est vrai, les bulles ça va vraiment les placer le plus tôt possible, ça va vous rendre un service monumental. Parce que on est nous c'est un podcast francophone, donc en France on lit de gauche à droite et de haut en bas, donc basiquement vos bulles il faut que vous les placiez en suivant cette logique là dans l'ordre de lecture. Il faut absolument pas que le lecteur ait à se demander quelle bulle je lis en premier, ou pire qu'il se trompe, qu'il lise une bulle avant l'autre. Ça c'est vraiment la pire erreur. On peut pas vous la pardonner celle-là, parce que vraiment ça vous nuit, ça nuit à la transmission de votre message. Ça m'est arrivé une fois de lire une BD où on n'arrivait pas à savoir si les bulles étaient dans le sens français ou oriental, parce que les dialogues étaient je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais les dialogues étaient de telle façon que on pouvait les lire dans les deux sens et du coup on était très confus en lisant. Et en fait, comme le livre en soi parlait de trucs japonais, on s'est dit finalement c'est pas grave. Ça sert un peu le propos, même si c'était pas fait exprès. Ah oui, d'accord. Je sais pas. C'était peut-être un euro-accident ou une volonté. Voilà, c'était soit un euro-accident qu'il aurait fallu embrasser une fois qu'on s'en soit rendu compte, soit une volonté. Mais du coup, c'est hyper particulier quand même comme cas de figure. À moins que vous cherchiez à rendre votre lecteur confus et qu'il y ait un propos derrière, c'est la chose à laquelle vous devez absolument faire attention. Ouais. Donc voilà. Premièrement, réfléchir à comment placer vos bulles pour qu'on les lise dans le bon ordre, voilà, c'est le premier point. Ensuite, faites quand même très attention à ce que votre texte soit lisible. Ouais. Donc faites attention à la taille de police, tout simplement. C'est préférable si vous pouvez le faire à l'ordinateur, parce qu'évidemment vous avez une police toute faite qui sera lisible. Vous pouvez quand même aimer le tradi, la vraie BD à l'ancienne avec le lettrage à la main. Mais dans ce cas-là, faites-le peut-être plutôt sur tu disais sur une feuille à part, c'est ça ? Oui, moi, ce que je disais, si vous ancrez, si vous faites par exemple une BD entièrement en traditionnel et que du coup votre lettrage est traditionnel aussi. Ce qui peut se comprendre parce que pour une question d'homogénéité visuelle, vous pouvez avoir envie vraiment d'un lettrage traditionnel. Alors, personnellement, je peux vraiment pas recommander le lettrage traditionnel parce que ça prend un temps fou et que c'est très très difficile. Mais si vous êtes vraiment maso, encore plus maso que nous, au point de vouloir le faire, moi ce que je vous conseillerais c'est éventuellement, si vous pouvez vous le permettre, investir dans une table lumineuse, dont on nous a fait savoir dans un commentaire d'un podcast précédent que maintenant elles étaient beaucoup plus abordables que ce qu'on croyait. Oui, absolument. Que c'était moins cher qu'à notre époque. De notre génération, c'était la denrée rare, on n'en trouvait pas dans les magasins d'art et du coup on devait les fabriquer nous-mêmes. Oulala, fou. Mais maintenant il y en a effectivement qui semble-t-il sont plus abordables et qu'on peut trouver plus facilement. Oui. Donc voilà, donc si vous êtes en tradi, de toute façon la table lumineuse ce sera vraiment votre allié et un bon investissement pour si vous êtes certain que c'est ce que vous allez faire pendant longtemps. Table lumineuse et d'avoir de commencer, une fois que vous avez votre composition de découpage de pages, etc., de commencer par placer vos bulles sur une feuille supplémentaire et aussi du coup de faire votre lettrage sur une feuille à part pour que si jamais vous vous chiez, ça n'ait pas d'impact sur votre dessin en dessous, parce que ce serait quand même dommage. Mais oui, du coup, que vous ayez au moins ancré au brouillon sur une feuille à part pour pouvoir savoir quelle place vont prendre vos bulles. Oui, c'est ça, c'est qu'au lettrage traditionnel, on va pas forcément savoir le paragraphe, la taille de la bulle qu'il lui faut, quoi. Donc ça, c'est donc c'est le premier point à régler. Mais même en lettrage numérique, on n'a pas forcément l'œil pour se rendre compte de quelle place ça va prendre. Et selon la taille que prend la bulle, ça peut impliquer que vous devriez revoir votre composition de page, revoir votre composition à l'intérieur de la case, ou aussi, un truc bien, c'est « Oh, cette bulle prend toute cette place-là, ça fait autant de choses que je n'aurais pas à dessiner, absolument, parce qu'elles seront cachées !» Bon, ça c'est valable pour toi, parce que toi tu dessines pas ce qu'il y a sous les bulles. Alors moi, je suis... je fais pas ça. Moi je dessine tout. Ouais, si, moi je rajoute mes bulles par-dessus, et parce que je suis un peu maniaque, et j'ai un peu j'ai envie que même au dernier moment, je puisse bouger ma bulle et que ce soit pas gênant. Ça se comprend. Moi, ça dépend un peu. Des fois, il y a des cases où je me dis, celle-là, peut-être je suis pas sûre, peut-être que j'aurais besoin de décaler la bulle après, et là je vais dessiner, mais en règle générale, je vais juste mettre un aplat de couleur derrière, et comme ça, je peux décaler un petit peu ma bulle, tu vois. Mais franchement, faites comme il y a. Bloquez vos bulles et dessinez pas ce qu'il y a derrière, vous gagnerez du temps. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la forme des bulles aussi, ça va entrer en jeu dans la composition de votre image, du coup. Et ça, on s'est rendu compte avec hier en discutant qu'on avait eu toutes les deux la même réalisation, c'est que... la même épiphanie. C'est-à-dire que pendant
pendant un certain temps, on s'était échiné à faire des bulles plutôt horizontales, en se disant on est des Françaises de France, on parle le français et ça se lit de gauche à droite de manière horizontale, donc il faut plutôt des paragraphes étirés en longueur, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, c'était complètement débile. C'était pas du tout. En fait, les bulles peuvent avoir la forme que vous voulez. Tant que votre texte y rentre dedans, vous pouvez très bien mettre un mot par ligne, en fait. Moi, je me suis surtout rendu compte en relisant des mangas que je trouvais le format vertical beaucoup plus agréable à la lecture. Et en fait, ça s'explique partiellement par le fait que quand on fait des trop longues lignes et qu'il y a un saut de ligne où l'œil doit parcourir un plus long chemin pour revenir à la ligne... au début de la ligne suivante, et c'est pas agréable. C'est ça. Ça fait voir limite mal à la tête si on est sensible à ça. Mais du coup, en fait, découper les paragraphes en plusieurs bulles qui sont un peu plus ou moins juxtaposées et couper comme ça... Au lieu de faire des gros blocs de texte, justement, répartir en petits blocs de texte, ça peut vous sauver la vie, en fait, parce que déjà, ce sera plus facile de composer votre image arrière, plus facile de répartir, de faire circuler le regard, enfin voilà, c'est tout bénef, quoi. Oui, ça peut être beaucoup plus intéressant visuellement aussi, d'avoir plusieurs petites bulles pour... Et ça, moi, j'étais un peu coincée là-dedans, parce que, en plus, j'avais mon format de case horizontal, où je me disais, je vais faire des bulles plutôt horizontales, alors qu'en fait, non. En fait, ça écrase tes personnages. Donc, je me prenais la tête pour rien, enfin bon. Donc voilà, nous vous partageons notre épiphanie pour que vous ne perdiez pas les heures de vie que nous avons perdues. Aussi, puisque tant qu'on est à parler des bulles, ne pas oublier la queue des bulles, parce que en fait, quand il n'y a pas de queue, on n'arrive pas forcément à comprendre qui parle. Voilà, c'est un peu embêtant. Ça paraît, on est en train d'enfoncer une porte ouverte là, mais elle avait besoin, je pense, d'être... il faut encore l'enfoncer, il faut encore lui donner un coup de pied. Il faut absolument qu'on sache quel personnage parle. Sauf si c'est un narrateur et qu'il n'est pas dans la page, hein, mais... moi je me souviens d'avoir une lecture très très douloureuse d'un manga il y a de nombreuses années où je comprenais jamais qui parlait et c'était un cauchemar, je comprenais vraiment pas qui parle, enfin voilà, en même temps le scénario était un petit peu alambiqué, en plus ça n'aidait pas quoi. Les mangas. Ça va. Ah mais le scénario on va pas faire du manga shaming comme ça. Non, juste du scénario de manga shaming. Non, je plaisante évidemment, j'adore les mangas. Donc voilà, pensez à bien mettre la queue de votre bulle qui indique quel personnage parle, et attention, la queue des bulles, c'est comme les effluves, il faut pas les croiser. Voilà. C'est mal. Non mais c'est exact. Parce que visuellement c'est pas beau, en fait, et dans certains cas, comme toi IA, où il n'y a pas de contour à tes bulles, c'est des formes blanches, et si tu croises on va comprendre en fait laquelle est par-dessus l'autre. Et oui. Donc, il faut absolument ça. Ça va être l'apocalypse. Voilà, non, si, quand on croise les effluves, l'apocalypse. Et donc quand on a ce principe en tête, ça va influer donc sur le placement de vos bulles, mais du coup aussi sur le placement de vos personnages à l'intérieur de vos cases, parce que du coup, si vous placez vos bulles de manière à ce que on les lise dans l'ordre et que les queues de bulles ne se croisent pas, vous allez vite vous rendre compte que le personnage qui parle en premier, c'est peut-être mieux s'il est à gauche par exemple, dans le dialogue, dans la scène de dialogue. Et du coup, de cela va découler toutes les autres cases, etc. Voilà, ça va rentrer en jeu dans la composition de votre case. Et il faut se faciliter la vie aussi, c'est pas la peine de... Enfin voilà, si vous voyez, c'est plus facile pour que mes bulles soient lisibles, c'est plus facile de mettre le personnage à gauche, je mets le personnage à gauche, ça réduit une variable encore une fois. Oui. En fait après ça, c'est aussi, si après les personnages sont placés comme ça au début, mais qu'après c'est l'ordre de parole s'inverse, faut aussi réussir à trouver des astuces de toute façon. C'est une succession de casse-têtes, hein, de toute manière. Oui, c'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration. Absolument. Entre autres. Vous pouvez aussi mettre faire des bulles qui s'alternent sans nécessairement faire à chaque fois une case différente, enfin voilà, mettre plusieurs bulles dans la même case. Des bulles qui passent d'une case sur l'autre aussi. Et il y a aussi les onomatopées. Oui, donc c'est l'autre partie texte du... Voilà, mais qui est généralement pas dans des bulles en fait. C'est généralement pas dans des bulles, donc je pense que tout le monde sait ce qu'est une onomatopée. Boum, bang. Voilà. Donc, des indications de sound design. Voilà, tout à fait. Mais à l'écrit. Finalement, une onomatopée, peu importe vraiment qu'est-ce qui est écrit dessus, ce qu'il faut c'est que entre la place que ça prend et la façon dont c'est dessiné, parce que vraiment c'est plutôt dessiné que lettré, qu'on puisse comprendre ce qui est impliqué comme... ça va exprimer le son plus que ça va le dire en fait. C'est de l'ordre du ressenti quoi. Ouais, c'est vraiment de l'expressivité de la façon dont vous l'écrivez qui va
que le cerveau va comprendre. Et le meilleur exemple de ça, c'est les mangas où les onomatopées sont pas traduites. Donc on peut pas le lire, mais on comprend quand même ce que ça exprime. On entend quelque part le son en fait. Oui, donc je parlais tout à l'heure avec Jackpot en off-screen, off-air plutôt, d'un passage dans One Piece où il y avait un personnage qui se faisait éjecter, il se prenait un coup de poing ou un truc comme ça, et il partait dans le ciel en criant « Ah !» Et ils avaient utilisé le hiragana. Peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Le hiragana du A qu'ils avaient mis en spirale autour du personnage jusqu'à ce que le A soit trop petit et que ça disparaisse. Et en fait, il n'y avait vraiment pas besoin de traduire le A pour comprendre quel était le... C'est vraiment le cri. Et en plus, ça aide à voir la trajectoire du personnage. Oui, enfin, c'est génial. Aussi. Enfin, c'était vachement bien pensé. Et pour donner un exemple issu de mon propre webcomic, il y avait un passage dans l'introduction. Donc, vous n'avez pas besoin, si vous voulez juste regarder cette onomatopée, vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans la BD. Où le personnage principal, Nathan, marchait dans une flaque d'eau et ça faisait splotch. Et du coup, j'avais dessiné un splosh avec des éclaboussures d'eau, en fait. Des petites particules. Le cerveau, il entend le son plus qu'il ne le lit, quoi. C'est ça. Et ce qui fait aussi que WFX School, vous n'avez pas forcément vous demander... Parce que moi, je trouve que c'est un casse-tête de se demander le mot, en fait. Enfin, des fois, le son, tu l'entends, mais tu sais pas comment l'écrire, quoi. Et je trouve que des fois, mais qu'est-ce que je mets ? Je plorche, comment je l'écris, alors qu'en fait, on s'en fiche, en fait. Bim, bam, boum, bang. Mais moi, j'aime bien réfléchir à ça, je trouve ça marrant. Moi, ça me puis aussi, enfin, j'ai dit réfléchir, mais en fait, c'est plus d'instinct, je me dis, j'ai une idée drôle. Enfin, c'est... Ouais, ça dépend aussi du ton de ta BD, parce que quand c'est de la comédie, tu vas plus avoir envie de trouver des mots rigolos. Quand tu veux être plus réaliste, c'est plus ça dépend du ton, c'est clair. C'est mais enfin, moi, clairement, les onomatopées, j'en mets pas très très souvent, mais quand j'en mets, j'essaie de... Enfin, je me fais un peu plaisir avec. Et tu as tout à fait raison. Oui. Après, les onomatopées, c'est quand même un truc hyper anecdotique dans les BD. C'est sympa, c'est un petit bonus, mais c'est pas... C'est pas anecdotique, c'est important quand même. Pardon, désolé. Je voulais libre à vous de faire votre avis, votre opinion. Enfin, en fait, on peut faire toute une BD sans avoir une seule onomatopée, sans que ça gêne. Oui. Les onomatopées, c'est un bonus super sympa qui rajoute de l'ambiance. Si votre dessin est suffisamment expressif et bien fait, même sans l'onomatopée, le cerveau va bruiter en fait. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça aide. Ouais. Mais c'est pas forcément... c'est pas parce que c'est un bonus qu'il faut s'en priver si on a tout à fait, voilà. Donc ceci étant dit, voilà, pour la partie texte. Donc déjà, c'est un premier point très important à prendre en compte. La deuxième chose à laquelle vous allez probablement réfléchir, c'est ce qu'on appelle en cinématographie la valeur des plans. Donc évidemment, plan, ça vient du cinéma, donc ce serait en BD, je sais pas trop comment le traduire, mais en gros, quand vous dessinez votre case, vous allez vous demander ce que vous allez mettre dedans. Et donc, en cinématographie, on a une classification qui existe. Donc je vais vous faire un petit topo très très schématique, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de sous-catégories, mais en gros, vous allez d'abord avoir du plan du plus large au plus serré. Donc en gros, ce qu'on appelle un plan général ou un plan d'ensemble. Donc en gros, en général, c'est quand on présente un décor. Donc c'est une grande case. Enfin, souvent ça se traduit en BD par une grande case. C'est souvent des cases d'introduction d'ailleurs du décor pour bien situer qui se trouve où. Ça permet de situer où se place l'action, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle un establishing en anglais en Angleterre. Donc un plan général ça marche aussi. Donc là où c'est vraiment les grosses cases, vous allez dessiner le gros décor et on va pas forcément voir les personnages dedans, ou alors ils vont être en tout petit, mais on va pas les identifier. Ce qui va importer, c'est le décor. C'est vraiment où est-ce qu'on est, est-ce qu'on est à Paris, est-ce qu'on est à la campagne, est-ce qu'on est au Japon, est-ce qu'on est aux États-Unis, voilà. Où est-ce qu'on est. Ensuite vous avez le plan moyen ou plan américain, bon c'est des variations, mais en gros là on va situer le personnage dans le décor. C'est des plans où on va voir clairement le personnage, clairement l'identifier, mais aussi à quel endroit il se situe dans le décor. Ensuite vous allez arriver vers le gros plan où le décor devient complètement accessoire et ça va être vraiment la focalisation sur le personnage. Donc en bande dessinée souvent à partir de là on évacue les décors. Souvent on les dessine plus. On met ce qu'on appelle une color card derrière, voire rien du tout. Soit un fond expressif qui va exprimer un peu l'état d'esprit du personnage, aussi, ce qui se passe, avec des trames, des petits zigouigouis, voilà, parce qu'on est déformé professionnellement. Mais c'est ça. Ou un fond blanc tout simplement. Et ensuite, on va aller dans le très très gros plan. Alors ça, c'est souvent utilisé sur des objets, en fait, en cinéma, on appelle ça des inserts, bon, peu importe. Un très gros plan qui va se focaliser sur un élément en particulier. Souvent, dans le scénario, ça va être les fusils de Tchekhov, justement. Cet élément-là est important, donc on va montrer que lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très schématique, hein, ce que je vous dis, mais moi, je pense que et ça aide de réfléchir avec ces 4 valeurs-là, en fait. Ouais, parce que ça permet déjà de pouvoir poser plusieurs sortes de... Voilà, ça vous donne des fonctions assez claires, assez faciles à définir quand vous avez besoin de l'utiliser.
Et ensuite, vous avez donc la question du point de vue sur chacun de ces plans, vous pouvez dessiner qu'il soit en plongée ou en contre-plongée. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va le regarder plus de haut ou est-ce qu'on va le regarder plus d'en dessous. Donc par convention, la plongée c'est un effet d'écrasement un petit peu. Ça va donner par exemple une sensation un peu de danger par exemple. Enfin là ça devient expressif à partir de là. Et la contre-plongée, ça va plus être l'inverse. Quand vous voulez rendre un personnage très impressionnant, vous allez peut-être essayer de le mettre en contre-plongée pour qu'il ait l'air vraiment de dominer le spectateur. Donc en fait, ce qui se passe avec le choix de vos valeurs de plan, c'est que vous allez définir deux choses. Vous allez définir qu'est-ce qu'on voit dans la case, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que vraiment le spectateur va voir, va comprendre, va voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans cette planche. Et la valeur subjective, c'est comment il le voit. Donc et implicitement, à quel niveau il se situe par rapport au personnage. C'est-à-dire, est-ce qu'il les domine, est-ce qu'il est au même niveau qu'eux, est-ce qu'il est carrément dans leur peau. Ça peut arriver de faire des plans, ce qu'on appelle en vue subjective, où on est à travers les yeux du personnage. C'est beaucoup plus rare en BD, parce que c'est plus compliqué à faire. Surtout en cinéma, en fait, on a les mouvements de caméra pour indiquer que le personnage avance, ou des trucs comme ça. Mais je me souviens de l'introduction de Firearm, je crois, un des comics... qu'on avait peut-être évoqué une fois, où il y avait toute une introduction justement où c'était uniquement de la vue subjective. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Il faudrait que je le relise, je m'en souviens pas. Mais c'est plus compliqué à faire en BD, voilà. Et donc voilà, donc les valeurs de plan, c'est la deuxième... Enfin, c'est vraiment un outil indispensable au découpage, c'est votre grammaire en fait. C'est vraiment choisir, quand vous choisissez ce que vous allez montrer, vous allez choisir comment vous allez le montrer, donc un grand plan, un plan plus moyen, qu'est-ce que vous allez éliminer les informations au fur et à mesure. Vous hiérarchisez les informations pour les faire passer au lecteur de la manière la plus efficace. Et je sais pas si je suis claire, si... Oui. Enfin, moi j'étais déjà au courant, donc c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Mais... Dites-nous là, répondez. Ouais, vous réagissez jamais. C'est vrai. Non, en plaisante, vous réagissez en commentaire et vous êtes très gentils. Tout à fait, nous vous remercions pour cela. Donc voilà, moi je sais que je réfléchis beaucoup comme ça, donc en définissant mes valeurs de plan. Et implicitement, je vais aussi arriver comme ça à la composition d'image. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini si mon plan c'est un plan général, j'ai besoin de situer le décor de l'action, donc je fais un plan général, comment je vais le composer. Donc à partir de là, on a des règles qui sont aussi des règles un petit peu objectives, on va dire, conventionnelles. Il y a la règle des tiers. Oui. Est-ce que tu l'utilises toi ? J'y pense jamais. Alors, en fait, c'est surtout que là, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, on est en train de beaucoup décrire ça avec des mots, des conventions et tout, mais moi c'est beaucoup de choses que j'applique d'instinct. C'est instinctif en fait, ouais. Mais du coup, bon, la règle des tiers pour la décrire, c'est... ça marche mieux peut-être dans les cases que toi tu utilises qui sont en format cinématographique, vrai, mais grosso modo c'est de découper en tiers verticaux et horizontaux, qui deviennent des endroits... des points de focale, en fait. Des points de focale graphiques. Voilà, les endroits importants de votre image, il faut plutôt les mettre au tiers. Alors évidemment, dans le cadre d'une bande dessinée où chaque case a un format différent, etc., ça va pas forcément s'appliquer. Mais c'est une règle qui est intéressante à connaître. Mais en fait, globalement, ce que personnellement je trouve, c'est qu'on a plus de dynamisme quand on a des compositions de l'ordre de 2 tiers, 1 tiers. Ouais, c'est vrai. C'est plus enfin, moi je trouve ça plus intéressant. Ça veut dire qu'on peut avoir des moitiés ou des trucs comme ça, mais c'est à réserver pour des occasions où ça a une signification. Ouais, les moitiés, souvent, visuellement, c'est moins attractif, un peu plan-plan. En fait, voilà. Mais ça peut... S'il y a besoin d'un effet de miroir ou quelque chose, c'est le format idéal. Mais oui, du coup, personnellement, j'ai tendance à privilégier les 2 tiers, 1 tiers ou les... Ouais, plutôt 2 tiers, 1 tiers, parce que... J'allais dire les autres formes de déséquilibre avec 3 quarts, 1 quart, mais 1 quart ça devient tellement petit, ou alors il faut que la case soit hyper étirée pour que ça soit intéressant. Donc, sachant que nous aussi en BD on a les bulles en fait, qui rentrent là-dedans, et en fait la règle des tiers c'est souvent utilisé en peinture par exemple, ou des arts visuels où il n'y a pas la nécessité de mettre le texte en plus. Donc en fait les bulles elles rentrent dans ces règles sans tout à fait s'y appliquer en fait. Ouais, du coup quand on a une bulle, où on a par exemple une bulle sur le côté gauche qui prend 1 tiers, et après il nous reste 2 tiers de l'image, est-ce qu'on refait un tiers, on découpe le côté de l'image en deux? On va pas s'en sortir quoi, donc il faut aussi y aller un peu à l'instinct à ce niveau-là. Oui voilà, c'est pour ça que je disais que j'y pensais pas trop, c'est parce que ça devient du casse-tête. Non, très sincèrement moi non plus. Ça reste quand même une bonne règle à connaître. Vous arrêtez règle des tiers, Bon, ça reste une bonne règle à connaître et à ingérer pour ensuite pouvoir l'utiliser le mieux possible. Ouais. Voilà. C'est l'assurance d'avoir une image bien composée. Tout
Tout à fait. Du coup, après, puisqu'on est dans un art narratif, on va souvent avoir des dialogues ou des face-à-face ou quoi, et du coup, la règle des 180 degrés, c'est une bonne règle à connaître aussi. Ouais, alors ce qui est intéressant avec la règle des 180, c'est qu'encore une fois, ça vient du cinéma. Bon, on va souvent vous parler de ça parce que c'est notre domaine, bon, malheureusement. Désolée. Mais je pense qu'elle est intéressante à connaître, mais en BD, elle va pas forcément s'appliquer de manière absolue. En fait, on en discutait, Jackpot et moi, on se demandait à quel point le fait que nous, on appliquait la règle des 180 degrés, c'était dû à une déformation professionnelle ou c'était vraiment utile en BD. On n'a pas d'opinion tranchée là-dessus, on sait pas vraiment. Mais donc, en gros, la règle des 180, ça consiste à, par exemple, sur une scène de dialogue, votre première case, mettons, c'est un personnage à droite qui est de 3/4 dos, qui s'adresse à un personnage sur la gauche-droite, enfin, un personnage est à gauche, de 3/4 dos. Il s'adresse à un personnage qui est à droite, qui est de 3/4 face, du coup, donc ils sont face à face. Et ça va consister à, pour toutes les autres cases, toujours conserver cet agencement des personnages. Gauche-droite. Que le personnage A, il doit toujours rester à gauche de la case, et le personnage de B doit toujours rester à droite. Et si, par exemple, vous faites un plan où on voit plus qu'un seul des personnages qui s'adresse à l'autre, que son regard soit dans la bonne direction. Donc ça permet, pourquoi on appelle ça la règle des 180 degrés, parce que ça sous-entend que le point de vue ne va à aucun moment se faire un 180 degrés autour des personnages. Si vous avez une caméra qui filme les personnages, elle va pas tourner autour d'eux, elle va rester toujours du même côté. Donc voilà, donc il n'y a pas de caméra en bande dessinée, donc ça s'applique plus au placement des personnages dans vos cases. Mais ça permet en fait de fluidifier la lecture aussi. C'est que ça permet aussi d'éviter qu'on se demande où est-ce qu'on est, qu'on se perde dans l'espace, qu'on comprenne tout de suite où se situent les personnages l'un par rapport aux autres, et qu'à un moment on se demande est-ce qu'il s'est téléporté, je comprends plus rien quoi. Il a bougé, il s'est passé quoi moi quand je lis des BD ou des webcomics où la règle des 180 degrés est jamais respectée, ça me gêne. Parce que ça fait des sautes en fait, c'est comme des faux raccords à l'intérieur de la BD, mais si c'est ponctuel ou quoi, c'est beaucoup moins gênant que en cinéma, je trouve. Oui, non, donc je pense qu'il y a clairement une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre. Enfin, c'est pas autant une faute qu'au cinéma. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous pose la question du sens de l'action quand vous dessinez vos images. Et ça rentre aussi en jeu dans votre narration. Parce que par exemple, un personnage qui va courir de gauche à droite, ça va inciter le regard du lecteur à le suivre en fait. Et donc du coup, vous imprimez un mouvement au regard de votre lecteur, il faut que vous le guidiez ensuite. Est-ce qu'il va revenir, de quelle manière il va revenir de l'autre côté, est-ce qu'il va bien suivre, est-ce que si toutes les actions se passent de gauche à droite, ça va l'aider à suivre. Il faut que ça rebondisse sur les bulles, enfin voilà, vous allez créer un labyrinthe comme ça. Mais du coup, ça vous aide de vous demander de quel côté je vais montrer l'action et dans quel sens ça va toujours se passer. Les personnages qui marchent dans une rue, ils vont d'un point A à un point B. Si je veux vraiment montrer dans ma narration que ils font ce déplacement, je vais peut-être essayer de rester toujours dans ce sens-là, par exemple. Par exemple, même chose que pour les 180 degrés, ça m'arrive aussi de lire des BD où le sens de déplacement des personnages change d'une case à l'autre. Ça c'est perturbant. Et ça a tendance à me gêner peut-être plus que quand les 180 degrés sont brisés. Parce que ça donne l'impression qu'il a fait demi-tour en fait. C'est ça, exactement. Ou qu'il a changé de direction. En fait, narrativement, implicitement, ça donne une information à votre lecteur en fait. Donc il faut que vous soyez conscient de cette information que vous envoyez. Si vous montrez un personnage qui marche de gauche à droite dans plusieurs cases d'affilée, le cerveau de votre lecteur va comprendre qu'il n'a pas fini son déplacement en fait. Il est toujours en train de marcher dans la même direction vers le même but. Si d'un coup, alors que vous l'aviez fait se déplacer vraiment tout le temps de gauche à droite, il va de droite à gauche, on va se dire pourquoi ? Ou alors il revient, il est plus... Moi j'ai eu à régler ce genre de truc à un moment où j'avais une mini course-poursuite et où j'avais besoin que mon personnage bifurque à un moment, mais du coup j'arrivais pas à trouver comment réussir à le faire bifurquer en gardant le sens de l'action et en faisant en sorte que ce soit clair. C'était assez coton. Et du coup t'es resté dans le même sens ou t'as changé ? Alors je suis restée dans le même sens et j'ai montré sa bifurcation de dos où en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé des traits de vitesse pour montrer qu'il a fait fiouf comme ça, tu vois. Mais je trouve que le dessin que j'ai fait était pas terrible, c'est juste que j'ai pas réussi à trouver une autre solution et que en essayant de jongler avec tout ça et que au bout d'un moment il fallait que je continue quoi. C'est pas... moi une fois j'avais un bête champ contre champ en fait avec un personnage qui s'adresse à un autre l'un en face de l'autre. Je voulais absolument respecter ma règle des 180 et j'ai vraiment pensé très très fort à bien respecter le placement des personnages les uns par rapport aux autres et je me suis trompée.
Et je m'en suis rendu compte des années plus tard. C'est vrai? C'est vrai, c'était une scène où il y a Marie qui s'adresse à Alex et Mephisto. Ouais. Et donc Alex est avec un cheval en fait, Ouais. et dans le contre-champ, le cheval a changé de place. Oh Il merde. s'est inversé. Et je m'en suis pas rendu compte, mais vraiment, je m'en suis pas rendu compte. Et alors que j'avais vraiment fait très attention, hein. Je m'étais dit, attention, faut pas que je me trompe. Et bah non, mais sauf que vraiment, je m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte bien plus tard, et tout d'un coup, j'étais là. Ah, mais en fait, il s'est téléporté le cheval. C'est peut-être pour dire que finalement, on est en train de se poser des questions alors que c'est peut-être pas important. Si même l'auteur s'en rend pas compte. Ouais, voilà. Donc nous sommes tous faillibles. Et ce qui est, moi, je trouve, un truc que je trouve intéressant aussi dans le sens de l'action, c'est aussi les directions de regard. Ça, je trouve ça très très important pour justement guider le regard de votre lecteur d'une case à une autre, d'une bulle à une autre, et aussi des personnages entre eux. Et un truc dans la composition que je trouve souvent oublié, c'est quand un personnage regarde dans une direction, je trouve ça bien de laisser de l'espace dans cette direction-là. C'est-à-dire que si un personnage regarde vers la droite, vous allez plutôt le côté sur la gauche de votre cadre pour qu'il y ait de l'espace à droite vers là où il regarde en fait. Ça a moins de sens de l'espace. Ça a moins de sens. Je trouve que c'est plus maladroit de laisser de l'espace à gauche alors qu'il regarde à droite. Oui, parce qu'en fait, l'espace, même si graphiquement il est vide, il est narrativement utilisé par le regard du personnage. Voilà, exactement. Alors qu'à gauche, c'est... si c'est n'est-ce pas? Je fais de la poésie. Alors qu'à gauche, si c'est le côté où le personnage tourne le dos, où il regarde pas, ça va être un espace fonctionnellement vide. Et à moins qu'il y ait une raison, là aussi, narrative pour que... Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, ce regard, il va attirer l'attention, en fait, inconsciemment de votre lecteur, et on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'arriver par derrière? Enfin voilà, du coup, ça va induire... En fait, ce qui est important, c'est que quand vous découpez, c'est que la moindre chose que vous dessinez, ça induit quelque chose narrativement. C'est vraiment le moindre espace que vous laissez, le moindre positionnement des choses, le cerveau de votre lecteur peut l'interpréter d'une façon qui va pas forcément aller dans le sens de ce que vous voulez raconter. Oui. Et je pense que c'est aussi important de laisser de l'espace autour des personnages parfois, parce que ça, moi, c'est un truc que dont je me suis rendu compte assez récemment, c'est que j'avais tendance à vouloir absolument remplir mes cases. Mais non, en fait... C'est-à-dire que, voilà, je suis dessinatrice, donc j'ai envie qu'on voit mes beaux dessins, donc quand j'ai un personnage dans une case, je le colle au bord, tu vois, genre, pour qu'on voit bien, et en fait, c'est pas du tout nécessaire. Non, il faut laisser respirer. Il faut laisser respirer, parce que, déjà, ça peut un peu exprimer une ambiance ou quelque chose, et puis c'est tout simplement plus agréable à la lecture en fait. Que ce soit pas, que les lignes soient pas, que ce soit les bulles, les personnages ou que ce soit, essayer d'éviter au maximum qu'il y ait des tangentes avec les bords de cases. Ça c'est terrible. Les mortels ennemis. Les mortels ennemis. Puis aussi en termes de quantité d'espace laissé et de niveau de détail de choses qu'on compte dessiner, parce qu'au niveau des thumbnails on met pas de détails, mais on prévoit parfois déjà d'en mettre. Ça exprime pas les mêmes choses aussi. Enfin, j'ai le souvenir d'une page d'une BD que je t'avais montrée, je sais pas si tu t'en souviens, où il y avait un personnage dans un hall de gare là. Ouais, dans un hall de gare ou un aéroport, où il y avait énormément de détails autour de lui, il y avait une foule, il y avait 4 cases, mais sur toutes les cases, il y avait tous les décors et tous les personnages qui avaient mais surtout, la case à laquelle je pense, c'était la plus importante, elle était au-dessus, et c'était vraiment, c'était plus un establishing. Et il y avait, on voyait tout le décor et tout, et en fait c'était un moment qui était censé être émotionnel, où il retrouvait son frère ou je sais pas qui, qu'il avait plus vu depuis des années. Du coup il y avait une étreinte, ils étaient au centre de la case, mais le fait est que ça fourmillait tellement de détails autour que l'émotion était complètement noyée. Il passait inaperçu parce que graphiquement en fait ça prenait la même importance que ce personnage qui est censé être au second plan et qui passe à serpillière, mais qui est dessiné avec autant de détails que les personnages qui sont en train de s'embrasser au centre. Donc en fait trop de détails et d'attention à l'esthétique, ça peut tuer aussi la volonté tout est enfin, c'est le moment où le découpage, c'est pour ça que ça nous prend beaucoup de concentration, c'est parce que c'est le moment où il faut réfléchir à tout. Tout est important. Et du coup, je trouve que la quantité d'espace, ça aide aussi à la circulation du regard en fait. En fait, la circulation du regard va passer par le placement des bulles, le placement des actions dans les cases, enfin du dessin concrètement de la case, et l'espace qui reste autour en fait. Et du coup, ça c'est un truc que moi j'ai évacué d'emblée dans le choix du format de Joe, qui est un format où j'avais décidé que je me poserais pas la question de la forme des cases, puisque c'est toujours la même. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu choisis vraiment la forme de tes cases ? Ouais, alors, là aussi c'est beaucoup plus de l'instinct que du reste, mais si j'essaye de mettre des mots dessus. Globalement, moi, mes cases, ça va reposer sur à quel point l'élément que je représente est important,
Donc est-ce que la case doit être grande ou pas, est-ce qu'il doit être mis en exergue ou pas, est-ce qu'il doit être tout seul sans détail autour du coup, et que ça implique de faire une case plus grande, ou est-ce que ça va être une succession de petites actions et du coup je vais faire plein de petites cases pour montrer que ça va très très vite, ou est-ce que ça va être de l'ambiance, est-ce que c'est ce genre de préoccupations là qui permettent de répondre déjà à quelle taille vont prendre les cases, et après en ce qui concerne leur forme, ça va être est-ce que je suis dans de l'action ou pas, et du coup ça va impliquer d'avoir des diagonales, ou est-ce que je vais rester plan-plan et je vais rester sur du tu vas par des exemple coupes, faire des cases plutôt rectangulaires ou carrées pour, voilà. J'ai lu un conseil intéressant sur internet, je sais plus où, qui disait que le format carré c'était à éviter, que la case carrée, vraiment carrée, c'était un truc visuellement, c'est un peu comme découper au milieu quoi. En fait ça m'étonne pas trop comme conseil, parce que le carré, comme ce que je disais tout à l'heure à propos de la règle des tiers, c'est que 2 tiers, 1 tiers, ça a tendance à être plus dynamique. On va avoir tendance à trouver qu'un carré, ça va être moins esthétique, moins intéressant. Mais je trouve que c'est un peu un faux conseil, parce que ça peut avoir de l'intérêt aussi, sur que ce soit pour une question de style ou d'envie narrative, ça peut être intéressant. Donc c'est plutôt prendre en compte que si on est débutant, c'est peut-être pas le meilleur choix, et qu'il faut avoir une idée de pourquoi on prendrait un carré si on décidait de faire une case carrée. Parce qu'il y a aussi des formats où c'est des strips en 4 cases, où justement c'est 4 carrés quoi. Ouais, voilà. Mais du coup ça va être des formats de strips qui vont être... il va y avoir un découpage narratif hyper particulier. Avec une chute, etc. Voilà. C'est implicite au genre quoi. Ouais. Du coup, pour moi, mes propres cases, c'est un peu... c'est plus... je connais toutes les règles dont on a parlé, et j'essaye de les appliquer d'instinct, et quand je bloque, là je commence à me poser un peu plus des questions sur qu'est-ce que j'ai besoin de faire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette case en fait, ou est-ce que j'ai besoin d'en faire plus d'une seule pour exprimer ce que je veux exprimer. Donc c'est ce que tu parlais tout à l'heure quand tu disais... tu parlais de qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au spectateur. La forme et l'agencement des cases y participent aussi. Par contre, oui, un truc que moi j'essaye de vraiment pas faire, c'est parce que je trouve que c'est très très difficile et que ça peut rendre confus très facilement, c'est d'avoir des cases avec une lecture où on change de sens, tu sais, où on va avoir du gauche-droite, et puis après on va mettre une case là, et puis ça va faire... ça peut faire... je sais pas comment l'expliquer autrement qu'avec des gestes. C'est les trucs où dans les Astérix, ils mettaient des flèches entre les voilà. cases, par exemple. Pour moi, ça me dérange pas tant que ça en tant que lectrice, parce que j'ai aussi été biberonnée au Astérix et aux trucs comme ça, d'avoir des flèches à suivre, mais je trouve ça hyper frustrant en tant que dessinatrice de me dire qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire pour comprendre comment il faut lire. J'ai l'impression que c'est un peu un échec. Et donc ça me plaît pas, donc j'essaye de faire en sorte au maximum de... Toujours rester dans le sens de lecture. De rester dans le sens de lecture gauche-droite et haut-bas. Parce que sinon, c'est... Et un truc qui peut vous aider aussi pour composer vos images, quand vous réfléchissez justement à la composition de vos cases, c'est, moi j'y recours beaucoup, c'est de faire un plan au sol de l'espace dans lequel se situe l'action, et là où sont les personnages. Par exemple, vous voulez faire une scène avec 3 personnages qui dialoguent dans une chambre, ça peut vous aider de faire vraiment un petit plan au sol, comme un plan d'architecture, où vous savez le lit il est là, le bureau il est là, la fenêtre est là, et du coup tel personnage est ici, tel personnage est ici, tel personnage est ici. Et vous faites juste des petits points et des petits rectangles, c'est suffisant. Et à chaque case vous vous demandez où est-ce que je suis dans la pièce, à travers quels yeux je regarde en fait. Et ça va vous aider justement à éviter des erreurs, ce qu'on dit de raccord, c'est-à-dire que le personnage se téléporte ou que les éléments du décor se téléportent. Et ça peut vous aider à construire votre mise en scène en fait, pour toute la pièce. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, non, finalement ce personnage, c'est plus simple s'il est à tel endroit de la pièce et qu'il n'en bouge pas, ou qu'à tel endroit il fait tel déplacement, voilà. Ça peut être en marge de vos petits thumbnails, vous faire des petits plans au sol, ça va aider à donner plus de consistance et plus de solidité à votre mise en scène. Ouais, absolument. Ça m'est arrivé aussi d'avoir besoin de ça, notamment pour me dépêtrer de moments où l'action était très compliquée, il se passait beaucoup de choses un peu à la fois. Et du coup, d'avoir pu mettre mon plan au sol, ça m'a aidé à faire le découpage aussi. Non, c'est un outil vraiment important, très, très utile. Et donc, dernier point qui rentre en jeu, c'est un peu le mélange un peu de tout ça, quoi. C'est la répartition de vos cases et en gros, ce qu'on appelle en cinéma le montage, mais en gros, de quelle manière vous allez faire se succéder les actions, parce que finalement, en bande dessinée, on fait que se succéder des actions. Mais vous allez décider au moment de votre découpage dans quel ordre vous allez les montrer,
si vous allez surdécouper, c'est-à-dire une même action, montrer plusieurs dessins pour vraiment la détailler, ou au contraire l'éluder. Quel rythme vous allez vraiment donner à votre narration? Est-ce que c'est un moment où vous avez envie qu'on ait une impression de vitesse, que quelque chose des actions se succèdent très rapidement, ou au contraire, est-ce que vous voulez que ce soit calme, contemplatif, donc vous allez justement à ce moment-là peut-être mettre des grandes cases avec un grand décor, ou beaucoup de vide, ou des choses comme ça. Donc là, c'est le moment où vous mettez tout ensemble, c'est le moment où vous allez créer un peu la temporalité de votre narration, quoi. C'est ça. Donc notamment un paramètre que vous pouvez utiliser, encore une règle un peu que vous pouvez utiliser, c'est vous dire si c'est une action qui est importante, je vais prendre une grande case. Si c'est une action qui est plus mineure, je vais mettre une petite case. Ça peut déjà vous aider à hiérarchiser les informations. Et surtout, moi je pense que ce que j'essaie d'éviter de faire le maximum, c'est de montrer... c'est ce que je disais au tout début, c'est que pour moi c'est une case, une action. Je vais essayer à aucun moment de mettre deux actions dans la même case, ou alors il faut que la deuxième action soit vraiment accessoire, qu'elle soit pas nécessaire à ce qu'on... Ça peut être un petit gag en fond, ou quelque chose qui va amener de la vie dans l'univers ou tout ça, mais il faut pas que ce soit une action qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Faut pas que ce soit une action d'égale importance, pour pas que ça empiète sur la lecture de l'autre. Parce que le cerveau de votre lecteur, il va chercher à aller au plus vite, il va chercher à prendre la première chose qu'il voit, il va pas aller fouiller dans la case pour voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, pour comprendre. Ouais, du coup, pour aussi parler de comment les cases se suivent, il y a la gouttière qui permet de jouer avec ça. Alors la gouttière, c'est l'espace qui est entre vos cases. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir, c'est un élément narratif en lui-même. Ouais. Alors moi, j'avoue très humblement que Jackpot m'a appris un truc sur l'utilisation de la gouttière que je ne connaissais pas. Et maintenant qu'elle me l'a dit, j'y fais attention et je suis... Alors ça, c'est une convention que moi j'ai apprise en lisant L'apprenti mangaka de Akira Toriyama, qui est un petit manga qui est sorti dans les années 90 ou 2000, je sais plus, où il se donne le rôle d'un prof de manga, qui est très, très instructif. Et en fait, il est dans cet apprenti manga, il énonce une règle de convention qui dit que les gouttières, donc l'espace entre les cases, doivent être plus étroites dans la séparation verticale des cases et plus larges sur la séparation horizontale. Apparemment, ça aide la lecture. Ouais, apparemment, ça fluidifie la lecture, ça aide justement à guider le regard dans le bon sens, etc. Ouais. Et après, c'est comme toute règle, c'est pas forcément à respecter à tout prix, mais c'est intéressant de la connaître. Alors moi, clairement, je la connaissais pas, et j'ai jamais appliqué cette règle, et maintenant, je sais pas, je vais peut-être l'appliquer. Ça va me faire bugger. Ouais, non, mais vraiment, je suis en pleine remise en question. Mais du coup, la gouttière, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut exprimer quelque chose dans votre narration. C'est-à-dire qu'une très très grande gouttière, tout d'un coup, entre deux cases, vous mettez un très grand espace, ça va, vous allez exprimer quelque chose narrativement. Vous allez exprimer, il s'est passé du temps, où il y a une ellipse, où il y a vraiment un blanc, c'est un moment de rupture. Alors, la gouttière, le bord des cases et la façon dont la gouttière peut être remplie ou non, ça va avoir un impact aussi. Par exemple, moi, j'ai pas de bord de case, mais des fois, je fais déborder mes cases dans la gouttière, voire sur les cases. Ah oui, je fais des fonds perdus des cases, et je vais mettre du coup j'ai pas de bord au sens où j'ai pas de trait. T'as pas de contour. J'ai pas de contour, voilà, j'ai pas de contour noir, mais je vais avoir soit un bord en fondu avec du blanc sur le reste de ma page, soit je vais avoir un bord avec concret comme d'habitude, mais sous une case, et ça peut exprimer des choses la aussi. La simultanéité des actions, par exemple. Ou alors le fait que l'action de la case la plus grande s'étend tellement que ça empiète un peu. Ça peut se trouver, par exemple, vous avez une grande case, une immense case avec un énorme décor, etc. Et vous voulez quand même montrer ce qui se passe dans cette case à ce moment-là. Donc vous allez rajouter des petites cases dessus. Exactement, sur les personnages qui se parlent, par exemple. Et le lecteur va comprendre, ça se passe en même temps, en fait. Et sinon, par exemple, on va encore citer One Piece, on ne s'en lasse pas de One Piece, mais par exemple dans One Piece, quand ils font des flashbacks, la bordure devient noire. La gouttière devient noire, et ils font un petit fondu entre le moment où ils passent du présent au flashback. Et là aussi, c'est un outil narratif. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je sais pas, plusieurs années plus tôt, juste passer la gouttière en noir, le lecteur comprend, c'est un flashback. Et du coup, maintenant, c'est devenu une convention. Il a tellement utilisé de flashback que je pense que d'autres personnes. Je pense que c'est pas lui qui a inventé le procédé. Non, mais clairement, il l'a démocratisé. One Piece, ça doit être l'une des œuvres où il y a le plus de flashbacks. Ouais, peut-être. Je ne saurais pas aussi catégorique là-dessus. Mais je sais pas, mais chaque personnage en a 3 ou 4, donc... Ah oui, peut-être. En même temps, sur 80 tomes, t'en fais des c'est vrai. On va tout ça pour dire, la gouttière est à ne pas sous-estimer, prenez soin de vos gouttières. Entretenez-les bien,
Bah oui, sinon les amas de feuilles mortes, tout ça, après ça déborde. Voilà, donc on a fait à peu près le tour, voilà, ça reste très général, mais en gros c'est les 4 vraiment éléments auxquels vous allez réfléchir en découpant. Du coup, quelles sont les erreurs à éviter quand on fait un découpage? Déjà, pourquoi vous vous lancez dans du webcomic, franchement? C'est beaucoup trop compliqué. Allez plutôt faire du foot ou du tricot. Allez prendre l'air. Enfin, faites un truc. Non, donc, alors, les erreurs à éviter. Si vous débutez, ce conseil s'applique en particulier à vous. C'est vachement bien d'avoir un ou une bêta lecteur. Ouais, quelqu'un qui puisse vraiment vous relire et surtout vous dire s'il comprend. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé. Ouais. Si vraiment c'est vraiment votre première bande dessinée, vos premiers essais de découpage, trouvez quelqu'un de confiance à qui montrer vos planches et vraiment demandez-lui tout simplement, même pas son avis sur le scénario, sur le dessin ou quoi, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Ouais. Parce que vous êtes dans votre tête, vous savez très bien ce qui se passe, et vous allez peut-être pas vous rendre compte qu'en fait vous avez mis un agencement de cases qui font qu'on comprend pas qu'est-ce que les personnages font. Exactement, en fait. Ou qui parlent, ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment important d'avoir le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Et pas d'excuses. On ne veut pas vous entendre dire on ne comprend pas, mais c'est mon style. Non, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas, c'est une erreur. Si vous voulez raconter une histoire et qu'on ne comprend pas votre histoire, c'est que là c'est raté, quoi. Voilà. C'est qu'il faut refaire quelque chose. Là nous sommes sans appel, sans équivoque, unanime. Après, un autre conseil sur lequel moi j'appuierais bien pour l'étape du découpage thumbnail storyboard, vous êtes là pour tester, pour jeter, pour faire plein de tests, donc ne rentrez pas dans le côté esthétique tout de suite. Ouais, vous faites pas du dessin, vous faites du découpage. Vous n'êtes pas en train de chercher un truc joli, un truc dans votre style, un truc quoi que ce soit, vous réfléchissez à votre narration. C'est ça. Donc il faut, on disait les bonshommes patates, les thumbnails, les trucs vraiment très petits, très rapides, pour que si ça marche pas, vous jetez, vous effacez, vous recommencez quoi. Si vous voulez distinguer vos personnages, vous en utilisez... s'ils ont des caractéristiques physiques comme un grand nez, vous faites la même patate mais avec un grand nez, ou alors vous mettez les lettres sur leur front pour savoir quel personnage est qui. Mais le découpage, c'est vraiment une étape empirique et pas une étape esthétique. Mais ceci étant dit, ça peut parfaitement arriver que vous ayez un flash visuel d'un truc particulier, que du coup vous ayez besoin de vous empresser de faire un brouillon plus détaillé pour pas oublier ce que vous avez tout d'un coup visualisé. Mais si ça vous arrive, et tant mieux si ça vous arrive parce que c'est super cool, ça doit quand même rester exceptionnel. C'est pas, il faut pas que tout votre découpage il soit fait sur ce critère-là. C'est ça, vous faites votre découpage, vous faites pas votre planche. Oui. C'est vraiment votre brouillon. Et faut aussi restez pas bloqué non plus. On vous dit, on vous met beaucoup de pression, on vous dit c'est super important, mais voilà, relax encore une fois. Je vais redire, c'est ma catchphrase, mais on fait pas de la chirurgie cardiovasculaire. Si vous avez un moment de votre découpage, vous êtes pas sûr de vous et tout ça à 100%, c'est pas grave, à un moment donné, faut y aller. Surtout que faut vous dire aussi que l'avantage que ce soit un brouillon, c'est que vous pouvez le changer derrière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mis en place votre découpage à, mettons, 70-80%, et au moment où vous allez le dessiner, là, vous allez trouver d'autres solutions aussi. Ouais, exactement. Moi, ça m'est arrivé des fois, des cases qui, finalement, mon pré-découpage, il était bien, mais finalement, au moment où je le dessine, j'ai de meilleures idées, en fait. Tout à fait. Ouais, ça m'arrive aussi assez régulièrement. Et surtout toi, IA, en plus, où tu t'améliores ton script en même temps que tu fais ton découpage, l'amélioration, elle est à toutes les étapes. Mais oui, du coup, ça implique quand même que même pour moi qui suis constamment en train de me dire je peux modifier un peu des trucs plus tard ou quoi que ce soit, il y a quand même un moment où je dois me dire stop, parce que sinon, en fait, j'arrête jamais, quoi. Et quand je me dis stop, je me dis pas stop parce que c'est parfait, je me dis stop parce que je veux passer à la suite. Parce que j'ai déjà passé suffisamment de temps sur un truc et que ça suffit. Je veux faire autre chose. Faut avancer. N'oubliez pas, vous faites du webcomic. De toute façon, vous allez avoir des deadlines toutes les semaines, donc à un moment donné, ça va être... voilà. Petit disclaimer habituel. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est notre méthode. Ça n'engage que nous. Encore une fois, nous, on a un bagage qui est conventionnel, qui est aussi déformé par le fait qu'on travaille dans l'audiovisuel, dans le storyboard, etc. Donc qui n'est pas le même média. Donc il y a autant de possibilités de faire du découpage qu'il y a d'artistes, et vous pouvez tout à fait jeter à la poubelle tout ce qu'on vient de vous dire,
pourquoi vous écoutez le podcast, et faire complètement à votre sauce. Enfin, il y a des artistes qui font des découpages très très... Enfin, qui font pas vraiment de découpage en fait, qui ont des planches, on dirait des peintures quoi. Enfin, mais si ça arrive à véhiculer l'histoire et l'émotion que ça veut véhiculer, bah il y a pas de problème, hein, allez-y. Hein. Ouais. On va pas aller vous mesurer la taille de vos gouttières et vous dire là la règle des 180 ça va pas. C'est voilà, freedom. En fait le plus important c'est que ça vous corresponde à vous. Voilà. Et que ça véhicule ce que vous voulez véhiculer. Oui. Et bon, quand même dans le cadre d'un art narratif que les gens qui le lisent éventuellement le comprennent, voilà. Disons que c'est les points les plus importants. Voilà. Pour aller plus loin, on va vous recommander de petits bouquins. Ouais, des petites lectures, de scènes lecture. Donc on va vous recommander ce que Jackpot a déjà mentionné, à savoir L'apprenti mangaka de Akira Toriyama. Ouais, donc l'auteur de Dragon Ball, hein, s'il faut le resituer. Oui, si jamais vous avez besoin. Donc c'est un manga. Ouais, c'est un petit manga vraiment, au début ça fait un peu humoristique, il y a des petits personnages, il y a le maître, le sensei et un petit apprenti, puis il arrête pas de le vanner, enfin voilà, il y a une dynamique un peu comique entre les deux. Mais du coup ça se lit bien. Ouais, mais le fond est vraiment instructif, très très instructif. On vous recommande aussi L'art invisible de Scott McCloud, qu'on avait réussi à ne pas encore recommander. Ah, c'est vrai, on ne l'a pas cité. Non, je crois pas. Peut-être qu'on l'a cité. Mais recommandé, ouais, non. Je sais pas. Les dieux de la bande dessinée nous jugent. Ouais. Bon, L'art invisible de Scott McCloud, c'est la référence en matière de bande dessinée en général. De décortiquage analytique de la bande dessinée. C'est une bande dessinée analytique sur la bande dessinée, en fait. Oui, c'est très instructif. Il faut le lire, voilà, tout simplement. Et même si c'est pas trop votre style graphique ou quoi, si vous êtes... On va partir du principe que si vous écoutez podcast, ça vous intéresse, mais du coup, si vous êtes intéressé par l'analyse du média bande dessinée, c'est hyper instructif, et moi je sais que à chaque fois que je l'ai lu, j'avais le cerveau qui tournait à fond en même temps parce que ça me donnait plein d'idées. Aussi lire plein d'autres BD et d'essayer de regarder qu'est-ce qui marche pas. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de vous demander pourquoi quand je lis cette planche, j'ai cette sensation-là, ou pourquoi est-ce que j'ai lu ces cases dans ce sens-là. Voilà, essayez d'analyser un petit peu, faites du rétro-engineering, et ça vous donnera aussi des idées à utiliser, vous, dans votre bande dessinée. Oui. Et si vous avez envie de voir un peu jusqu'où on peut aller en termes de briser le 4e mur et s'amuser avec la composition des planches, on vous recommande de taper Philémon de Fred sur Google ou tout autre moteur de recherche plus éthique. Voilà. Donc c'est une BD des années quoi, 70 80 je sais plus. Oui, non, enfin ça a dû durer un certain temps parce qu'il y a quand même beaucoup de volumes. Et donc Philémon, c'est comment dire, c'est un peu aussi une bande dessinée sur la bande dessinée, une bande dessinée méta où les personnages ont conscience qu'ils sont des personnages de bande dessinée, je crois. En tout cas, ils habitent sur le hall de l'océan Atlantique, ce qui est déjà une indication en soi que... Ouais, et ça leur arrive de passer d'une case à l'autre en enjambant la gouttière, ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment complètement méta sur la bande dessinée, le fait d'être un personnage, qu'est-ce que ça veut dire que je suis dans une bande dessinée, ça veut dire que ce qui se passe ensuite c'est sous mes pieds, enfin ce genre de choses quoi. Enfin du coup, ça a l'air un petit peu classique dit comme ça, mais il y a des choses qui vont un peu plus loin que ça. Ouais. Et c'est très intéressant de regarder à quoi ils avaient déjà pensé à l'époque. Et en tout cas, même en général, moi j'aimais bien Philémon quand j'étais ado, donc c'est une bonne BD. Alors, on vous la recommande, c'est une bonne lecture. Voilà, donc on va conclure ce fat épisode. Donc, vous aurez compris notre position. Hein, faites attention à votre découpage. Vraiment, faites-y attention, prêtez-y un grand soin. Appliquez-vous. Découper, c'est faire de la bande dessinée. Hein. La bande dessinée, c'est pas le dessin finalement, c'est vraiment la narration. Ouais. Vous êtes en train de décider qu'est-ce que vous racontez en fait. C'est ça. Et c'est vraiment l'étape qui est... Enfin, nous en tout cas, Yia et moi, on partage le fait qu'on adore cette étape. Elle est très très demandeuse en énergie, en concentration, mais c'est vraiment le moment où on fait le truc, quoi. Ouais. C'est le moment où ça prend forme. C'est ça. Et ce que je dis, c'est pour moi, un bon découpage, il se suffit à lui-même. Idéalement, votre webcomic, il doit déjà être lisible à ce stade. Comme on disait, vous devez déjà pouvoir le montrer à votre bêta, lecteur ou lectrice. Et tout le reste, finalement, c'est que de l'esthétique, voire de l'accessoire. Voilà. Donc, gardez en tête que découper, c'est décider ce que vous montrez, comment vous le montrez, mais aussi décider ce que vous ne montrez pas. Et comment vous l'éluder, du coup. Voilà, et comment vous allez l'éluder, ou voilà, oubliez pas que vous pouvez toujours tricher, il y a des choses qui vous paraissent très compliquées à dessiner quand vous lisez le script, hein, moi ça m'arrive, et la question, quand je fais mon découpage, ça va être comment je vais faire pour ne pas le montrer, mais qu'on le comprenne quand même, voilà, donc je vais plutôt montrer la réaction des personnages qui voient, enfin voilà, ce genre de choses. Et pour terminer, surtout, testez, expérimentez, et amusez-vous. Oui, exactement.
Donc on va passer à notre recommandation de webcomic du jour. Et aujourd'hui, on va vous recommander Princesse, donc au pluriel, Princesse avec un S, de Neve. C'est une histoire qui a lieu dans un monde d'inspiration médiévale. Ouais, c'est de la fantasy. Oui. Où être un prince ou une princesse, ce n'est pas dépendant de sa naissance noble ni de son genre. Ouais. C'est une fonction. Du coup, ça commence dans une espèce d'école, en fait, une école de prince, je crois. Ouais, c'est de ça. Princesse, plutôt. Non, de princesse, du coup. Oui. Voilà. Bon, les deux, de prince, pardon, une école de prince. Et donc, le personnage principal, c'est Léanor. Léanor, ouais. Elle est une prince, et elle est, en tant que prince, sa fonction, c'est qu'elle est chargée d'escorter un princesse, voilà, qui s'appelle Trimen. Et le tout se passe sur fond de guerre et d'intrigues politiques. Ouais, en fait, on comprend très vite qu'il y a une grosse guerre derrière tout ça, qu'il y a des intrigues très pas nettes du tout, des histoires de langue, il y a des histoires de caste aussi, avec de... Le contexte socio-politique derrière a l'air vraiment très très dense, et c'est très intéressant. Oui, on vous le recommande chaleureusement. C'est la fin de cet épisode de podcast, donc merci beaucoup de l'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, vous abonner à la chaîne. Au passage, comme a dit tout à l'heure, on apprécie beaucoup vos commentaires, on vous remercie pour ceux qui en laissent, ça nous fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve bientôt dans le prochain épisode de podcast qui portera cette fois-ci sur le thème du processus de dessin. Donc on va parler vraiment de rough, de clean, de colorisation, tout ça. À bientôt. Bye bye.